L'histoire commence par l'observation de deux scènes différentes. La première est celle d'un monde post-apocalyptique où un couple se sépare. L'autre scène est celle d'une petite fille qui fait des signes d'adieu alors qu'un avion est sur le point de décoller. Dans la scène romantique, le couple doit retrouver son chemin l'un vers l'autre, mais doit rapidement s'étreindre alors qu'il se prépare à une catastrophe imminente. Dans l'autre scène, la petite fille voit qu'il commence à neiger, mais elle est mortifiée lorsque l'avion qu'elle saluait prend feu et explose sous ses yeux. Nous sommes ensuite présentés à Izumo qui vient de terminer la lecture d'une bande dessinée romantique et qui aurait aimé que sa jeunesse ressemble davantage à l'histoire qu'elle vient de lire. Elle soupire de soulagement car elle a enfin terminé le manga, ce qui signifie qu'elle peut maintenant en finir avec elle-même. À ce moment-là, un homme dont les muscles pourraient servir de ralentisseur l'interpelle et lui fait remarquer qu'il est manifestement dangereux pour elle de rester là. Elle lui explique que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est vivre une histoire d'amour passionnée comme celle de son manga, mais qu'à cause d'un problème dans son corps, cela n'arrivera jamais. C'est pourquoi elle a choisi de mourir. Cette fille super dramatique menace l'homme de ne pas lui chercher des noises, mais il ne semble pas du tout la prendre au sérieux. Elle poursuit sa menace en révélant que quiconque la touchera contractera une maladie incurable et mourra. Le mastodonte de muscles l'écoute calmement et lui répète qu'elle n'a aucune raison de vivre avec un corps comme le sien. La douleur émotionnelle qu'elle ressent la pousse à fermer les yeux, mais la montagne de muscles ambulantes s'enfonce étrangement dans la nuit. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe, elle se demande si elle l'a poignardé, et l'homme lui attrape la tête. Il s'avère qu'il n'a jamais entendu parler d'une maladie mortelle transmise par le toucher, mais il trouve ça cool. Le psychopathe fait remarquer que les choses sont devenues assez banales, et il attend avec impatience de sentir le poison. Il dit qu'il l'a touché et qu'il est excité, mais il se demande si le poison va faire mal. Elle lui dit que son déverrouillage est imminent, et le type est choqué lorsque le ciment sous ses pieds se brise, et que son corps est introduit dans un train qui roule à toute allure. Izumo est complètement hors d'elle alors qu'elle s'excuse auprès de l'étranger d'avoir recommencé. Elle se condamne pour avoir mêlé une autre personne à son problème et se reproche d'avoir mis trop de temps à en finir. Cependant, elle est choquée d'entendre à nouveau la voix de l'homme et encore plus surprise quand sa tête roule vers elle. Ce type est bien trop excité pour quelqu'un qui vient d'être décapité, et il se rend compte que la maladie dont elle parlait n'était qu'une façade pour protéger les autres. Izumo regarde alors, incrédule, le type propulser sa tête vers l'avant avec son sang et reconstruire son propre corps. La fusée de sang humain détermine que c'est son jour de chance puisqu'il a trouvé quelqu'un comme elle, mais elle n'écoute pas un mot de ce qu'il dit. Elle est encore complètement choquée et le traite frénétiquement de zombie en lui donnant un coup de poing douloureux et en s'enfuyant. Ce type est très rapide puisqu'il parvient à propulser tout son corps pour la capturer et lui expliquer qu'il est un mort-vivant. Il a quelques questions sur la malchance qu'elle a mentionnée, mais les flics sont en route. Il lui dit de s'accrocher et s'envole comme un jet alimenté par le sang. Il se demande si elle a été impressionnée par ses capacités de saut et lui explique qu'il a simplement régénéré ses jambes arrachées à grande vitesse et qu'il a utilisé l'élan pour le faire. Izumo ignore complètement le psychopathe qui se régénère et tente de s'enfuir. Il l'attrape à nouveau, mais Izumo s'empresse de lui rappeler qu'il la touche et qu'il déclenchera à nouveau sa malchance. Le gars n'est pas dupe et lui fait remarquer qu'il n'y a pas de problème tant qu'il ne touche que ses vêtements. Elle veut juste qu'il la laisse partir, mais il lui fait remarquer que le chemin est long et que tout ce qu'il veut, c'est obtenir plus d'informations sur sa malchance. Izumo panique un peu, mais se rend vite compte qu'elle avait prévu de mourir le jour même, de toute façon. Elle prétend que ces menaces ne l'effrayeront pas, alors il a l'idée géniale de la faire tourner à une vitesse absurde. Izuma supporte difficilement la torture du psychopathe et accepte frénétiquement de tout lui raconter. Son explication commence alors 10 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Ses parents partaient à l'étranger pour affaires et elle les accompagnait. Ils ont dit qu'ils partaient pour une semaine, alors ils l'ont serré dans leurs bras avant de partir. Environ une demi-heure plus tard, leur avion a eu un problème de moteur inattendu et les 270 personnes à bord, dont ses parents, sont mortes. C'est à ce moment-là qu'elle a appris, bien qu'à des degrés divers, que les personnes qui la touchent finissent par être blessées. C'est ainsi qu'elle a compris qu'elle était à l'origine de ce qui est arrivé à son père et à sa mère. C'est pourquoi elle se couvre la peau de la tête aux pieds. Elle a du mal à parler, car c'est très personnel. Elle en parle à un parfait inconnu, mais il n'intervient que rarement et la prend dans ses bras. Elle se demande s'il a écouté ce qu'elle lui a dit, mais il l'a fait. Ce qu'il a compris, c'est que le fait de la toucher provoque un coup de malchance, et il a décidé de le tester. Elle lui dit qu'il doit s'enfuir tant qu'il le peut, mais il est trop tard, et une caisse tombée à terre le transforme en crêpe à la banane. Izumo en profite pour s'éloigner du psychopathe aplati, mais il se régénère rapidement, insatisfait du résultat. Malheureusement pour elle, elle glisse sur une peau de banane et tombe de l'immeuble alors que le type se régale. Izumo, incrédule de mourir à cause d'une peau de banane égarée, la façon la plus drôle et la plus triste de mourir, fait remarquer qu'elle n'a jamais eu la chance de vivre quoi que ce soit. Alors qu'elle tombe,
son précieux manga quitte sa poche, et elle supplie que cela ne se termine pas de cette façon. Le sol approchant rapidement, elle s'effondre en réalisant enfin qu'elle n'est pas prête. C'est alors que notre héros apparaît pour l'attraper, elle et son livre. Il utilise son étrange capacité pour les ralentir et dit à Izumo qu'il n'est pas question qu'il la laisse mourir. En effet, il est persuadé d'avoir enfin trouvé le pouvoir qui lui permettra de mourir vraiment. Il révèle qu'il sait qu'il y a une règle qu'elle a essayé de lui cacher plus tôt. Il pense que s'il parvient à découvrir cette règle, il pourra provoquer un coup de malchance encore plus grand. Son but est de provoquer le plus grand coup de malchance qu'elle ait en elle, dans l'espoir qu'il puisse enfin mettre fin à sa vie ridiculement longue. Il utilise son pouvoir, certes grossier, pour voler à nouveau et déclare qu'il est temps de retourner à sa cachette et de trouver la solution à sa malchanceuse capacité. Cependant, au loin, nous voyons qu'il est surveillé. La combinaison explique à quelqu'un que la distributrice de sang humain est en route vers sa cachette avec ce qu'ils appellent la nouvelle race, et il est chargé de l'appréhender après avoir confirmé sa capacité dans sa cachette. Le mort-vivant vient de découvrir que le temps qu'il passe à la toucher est en corrélation avec la taille de sa malchance. Le prochain test qu'il veut faire est celui de la surface. Il lui demande donc de se déshabiller pour qu'il puisse s'accrocher à la plus grande surface possible. Elle lui demande d'abandonner ses expériences, mais il lui répond que c'est de sa faute si elle ne lui a pas simplement expliqué comment fonctionne sa malchance. Malheureusement pour elle, elle se prend les pieds dans un clou et perd son chapeau. Indéade fait une plaisanterie sur les cheveux de réponse, mais elle fond en larmes. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un ait vu ses cheveux absurdement longs et explique que personne ne peut les couper pour elle, car tout coiffeur finirait par mourir. Indéade, toujours prêt à résoudre les problèmes, sort des ciseaux et commence à couper. Il lui fait remarquer que tant qu'il la touchera, il n'y aura pas de déblocage, et qu'il finira donc par lui faire une nouvelle coupure. En attendant, c'est vrai, mais elle lui rappelle qu'une fois qu'il aura lâché prise, toute la malchance accumulée le frappera d'un seul coup. Elle craint que ce soit si terrible, mais il l'arrête et lui explique avec assurance qu'il est mort-vivant. Heureusement pour elle, il a été styliste il y a longtemps et il termine rapidement. Elle est trop hésitante pour regarder, mais quand elle le fait, elle est contente. Izumo voit qu'il l'a laissé partir et le remercie. Indéade, plus excité que jamais, souligne qu'il l'a gardé pendant 15 minutes d'affilée et s'attend à ce que le prochain déverrouillage soit un véritable casse-tête. Elle n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais nous voyons que sa tête est enlevée. C'est le costume de tout à l'heure, et il remercie Izumo d'avoir fait baisser la garde à Indéade avant d'expliquer qui ils sont. Il précise qu'ils devront d'abord enfermer Indéade dans une capsule spéciale. Elle se demande pourquoi ils ont fait ça et est choquée d'être menottés. Elle pensait qu'ils étaient de son côté, mais il se moque d'elle pour sa naïveté. Il lui explique que leur travail consiste à surveiller les négateurs non sélectionnés, comme elle ou les humains qui sèment le chaos dans le monde. Tout comme elle n'a aucune idée de ce dont il parle, et le type poursuit en expliquant que sa capacité est extrêmement unique. Ils ont déterminé que son pouvoir annule la chance de celui qui la touche et le tue, un pouvoir parfaitement adapté au meurtre. En revanche, la toucher à travers un tissu ne présente aucun danger. Il précise que la faiblesse de sa capacité réside dans le fait qu'une fois que ces conditions sont connues, il est facile de la contrer avec des gants. Elle se rend compte qu'ils veulent faire quelque chose de son pouvoir, et ils lui font remarquer qu'ils veulent manifestement l'utiliser pour tuer. Il est sûr que Indéade voulait l'utiliser pour la même chose, car elle serait une arme féroce si elle se pliait à sa volonté. Izumo prend finalement la parole et leur dit qu'ils ont tort. Même s'ils viennent de se rencontrer, Indéade n'a utilisé sa malchance que contre lui-même, pour qu'il soit le seul à mourir. Elle proclame que son nouvel ami zombie n'est pas du tout comme lui. Mais le costume ne veut rien entendre. Il lui conseille de faire attention à ce qu'elle dit, car il préfère se débarrasser d'elle plutôt que de la capturer. Izumo fond en larmes car, contrairement à tous les autres, Indéade l'a touchée sans la moindre crainte. Elle s'en veut de lui être arrivée parce qu'il lui avait coupé les cheveux, mais elle lui est reconnaissante de l'avoir fait. Elle remercie Indéade et, à ce moment-là, la combinaison qui tient Indéade est frappée par la foudre. Les autres costumes se demandent si c'est la faute à pas de chance, mais déterminent que ce n'est pas le cas parce que les conditions n'étaient pas remplies. Ils supposent qu'il s'agit d'un coup de malchance, mais elle leur dit qu'ils se trompent et que ce n'était pas un coup de chance. À ce moment-là, Izumo est ravi de voir que le mort-vivant est revenu, et la fusée de sang humain est furieuse. Le costume affirme que les armes à feu sont inefficaces contre les morts-vivants et qu'ils doivent l'attaquer tous en même temps pour l'abattre. De plus, il est peut-être mort-vivant, mais c'est un amateur en matière de combat. Le mort-vivant est vexé d'entendre cela. Il explique qu'il peut sembler être un combattant amateur aujourd'hui, mais que dans le passé, c'est une toute autre histoire. D'habitude, il n'a pas assez d'espace pour stocker autant d'informations, alors il met un couvercle sur son cerveau pour garder 100 ans de souvenirs en bouteille. Sinon, il perdrait la tête. Une fois la chose retirée de son cerveau, Indéade retrouve toutes ses connaissances en matière de combat et vainc facilement ses ennemis.
Le mort-vivant vient de réaliser ce qui s'est passé. Ce n'est pas elle qui a eu la malchance de se faire trancher la caboche. La malchance de la coupe de cheveux est en fait due à l'éclair qui était complètement inattendu, et un déade détermine qu'il doit tester le décalage temporel de ses capacités. Le costume réalise alors que un déade n'est pas si simple, puisque les compétences qu'il a cultivées au cours de sa très longue vie sont aussi ses armes. Il décide de mettre en place une stratégie plutôt sournoise et menace de tuer Izumo si un déade ne lui livre pas sa propre tête sans se régénérer. Izumo pense que c'est inutile, mais le costume lui explique que un déade semble l'apprécier beaucoup. Un déade est très déçu que le gars ne veuille pas se battre contre lui, car il pensait que ce serait amusant, et il choque Izumo en commençant à lui couper la tête. Izumo commence un discours dramatique sur le fait qu'elle ne peut plus voir de personnes blessées autour d'elle, mais un déade ne l'écoute pas et lui a déjà coupé la tête. Un déade déclare qu'il ne se soucie pas du tout de ses émotions. Il s'est amusé toute la journée et veut qu'il fasse la fête à nouveau s'il se revoit dans le futur. Un déade lui tend la tête, ce qui a pour effet de détruire son corps tandis que sa tête s'envole dans les airs. Izumo commence à penser que la vérité est qu'elle sait comment déclencher le plus grand coup de malchance. Elle se libère de la combinaison, mais se dit que son plan ne va peut-être pas se dérouler comme prévu. Elle saute dans les airs pour embrasser la tête de un déade sur la joue, laissant le costume se demander ce qu'elle a fait. Elle lui dit que ce n'était rien de spécial, qu'elle pensait juste que ce serait bien d'oublier tous ses soucis et de toucher quelqu'un. Elle sait que sa malchance est imminente, et le costume n'a aucune idée de ce qu'elle dit, mais un déade semble comprendre. Il dit à Izumo de sortir de là, se régénère et annonce à la combinaison qu'il est fini. Il explique qu'au moment où la combinaison est tombée sur eux, sa chance s'est éteinte. Dehors, ce type commence à s'illuminer, et un déade tient le costume tandis qu'il regarde le spectacle merveilleux. Il s'agit d'une météorite qui a complètement détruit le bâtiment. Izumo s'inquiète ensuite pour le zombie, mais il émerge bientôt de la fumée. Son attitude légère ne change pas et il déclare joyeusement qu'il n'a jamais reçu de météorite en plein visage auparavant. Elle est heureuse de voir qu'il est en vie, et il la complimente sur sa chance. Les deux se présentent enfin, mais un déade n'a pas de nom. Izumo décide de lui en donner un et choisit Andy parce qu'il est mort. Il s'en moque éperdument et est juste étonné de voir qu'un baiser a causé toute cette destruction. Fuko avait toujours eu l'impression qu'elle méritait de mourir après tout le chaos et la destruction que sa capacité avait causé au fil des années, mais après avoir rencontré Andy, elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui elle pouvait traîner sans craindre de le tuer involontairement. Mais en ce moment, elle commence à regretter de traîner avec lui. Andy l'a acculé contre un mur avec sa viande toujours exposée, et une fois de plus, il demande de s'accoupler, car cela déclenchera probablement la malchance de la manière la plus spectaculaire imaginable. Mais sa théorie ne tient pas compte des sentiments de Fuko, et elle est laissée à se creuser la tête pour trouver quelque chose à dire avant qu'Andy n'ait terminé ses étirements. Avant qu'Andy ne puisse aller plus loin, Fuko s'écrit que la malchance dépend de la sympathie, c'est-à-dire que plus elle aime la personne, plus la malchance sera grande. Mis à part Andy et ses parents, Fuko a également embrassé son grand-père, qu'elle craignait vraiment, et tout ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est cassé une cheville. Il est finalement décédé 3 ans plus tard, mais cela a été trop long pour être lié à sa malchance. Cela prouve donc que plus elle aime la personne, plus la malchance sera grande. Dans ce cas, si Andy essaie de s'accoupler avec elle ici et maintenant, elle le détestera pour toujours, et il n'obtiendra que des morts médiocres. Cela a du sens pour Andy, et les nouvelles informations modifient ses plans initiaux. Il dit donc qu'il ne peut pas la laisser mourir tout de suite et lui demande de le suivre. Fuko le suit, et elle est emmenée dans une armurerie qu'Andy a toujours eue depuis qu'il est en vie. Il a eu suffisamment de temps pour construire des bases partout dans le monde pour tout ce dont il a besoin. De cette manière, il peut faire face à ces types de soupes s'ils ne viennent jamais le chercher. Maintenant qu'ils sont là, Andy se met au travail et équipe Fuko d'une armure contre pratiquement toutes les formes d'attaques imaginables. Il s'agit d'une mesure de précaution au cas où ces types de soupes viendraient à nouveau après elle, et après l'attaque ratée d'hier, on peut certainement parier qu'ils viendront à nouveau après elle. Fuko pense qu'ils ont peut-être été effrayés par la météorite tombée du ciel hier, et bien que cela puisse être vrai pour les gens ordinaires, cela ne s'applique pas à eux car ils ont des équipes de personnes qui peuvent défier les règles du monde, comme Fuko et Andy, les négateurs. Après la bagarre, ils savent maintenant exactement ce que leurs capacités peuvent faire, tandis qu'Andy et Fuko sont toujours dans l'ignorance de ce à quoi ils vont devoir faire face, ils sont donc en sérieuse difficulté. Il y a 50 ans, les négateurs ont en fait attrapé Andy et lui ont fait subir pas mal de choses, le faisant passer 10 ans dans un laboratoire où ils l'ont disséqué encore et encore. Fuko est choqué d'apprendre qu'Andy a plus de 50 ans et lui demande son âge réel, mais Andy l'interrompt et lui demande ce qu'elle pense qu'ils feront après l'avoir capturé, ou combien de personnes mourront pendant qu'ils essaieront de comprendre les règles de la malchance. Il pourrait lui couper les doigts pour voir si la malchance fonctionne toujours avec des parties du corps sectionnées,
voire la forcer à s'accoupler dans différentes positions pour voir ce qui se passe. Ils sont bien pires qu'amis, donc elle doit compter sur lui pour la protéger d'eux, et c'est ainsi qu'ils partent ensemble en road trip. Fuko demande à Andy s'il y a un endroit en particulier où ils se dirigent, mais il dit qu'ils vont là où la route les mène, ou en bref, qu'ils courent sans fin ou jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'essence. Fuko s'inquiète car cela signifie simplement qu'ils se feront finalement attraper quand ils ne pourront plus s'enfuir, alors elle commence à penser qu'Andy serait mieux s'il la laissait derrière lui, car il se retrouvera de nouveau dans un laboratoire s'il se fait attraper. Cependant, Andy n'a aucune intention de la laisser derrière avant qu'elle ne tombe amoureuse de lui et ne le tue avec la malchance. Fuko apprécie qu'il la protège, mais elle dit qu'elle ne tombera pas amoureuse de lui. Cependant, Andy est sûr que cela finira par arriver tandis que Fuko continue de se disputer avec lui. Andy remarque une fissure qui se forme dans le ciel et réalise que l'organisation est arrivée. Il y a 50 ans, ceux qui l'ont attrapé sont sortis d'une de ces portes de téléportation, alors il dit à Fuko de rester coincé tandis que l'Union s'introduit dans un gigantesque robot qui écrase Andy au sol et lance Fuko contre un mur à proximité avec toute la force qu'il a utilisée. Mais elle est en grande partie indemne grâce à tout l'équipement de protection qu'elle porte. Cependant, je ne peux pas en dire autant pour Andy. Fuko essaie de courir jusqu'aux côtés d'Andy mais elle est tirée en arrière par une force inconnue et se retrouve collée à ce type. Elle lève les yeux vers lui et réalise qu'il fait partie des ennemis, alors elle essaie de s'éloigner de lui. Dans une scène qui pourrait facilement être sortie de son contexte, le gars dit au robot qu'il a réussi à capturer Fuko. Le robot lui dit alors de la tuer, comme ils l'ont été instruits, pendant qu'il capture Andy. Cependant, le type aux cheveux bleus ne veut pas encore tuer Fuko parce qu'elle est si mignonne. Pendant ce temps, Andy échappe au poing du robot et s'apprête à le frapper avec son épée. Mais il s'arrête soudainement de bouger complètement. Fuko pense que le gars qui la retient captive est la cause de la perte soudaine de mouvement d'Andy, mais alors qu'Andy est frappé en arrière, il retrouve son mouvement et réalise que ces deux-là ont des capacités de restriction externe. Le grand gars paralyse le corps d'une personne, et le gars aux cheveux bleus peut prendre le contrôle de votre corps, bien qu'Andy ne sache pas exactement ce qu'il négocie pour y parvenir. Le gars aux cheveux bleus le félicite d'avoir compris autant de leurs capacités en un instant, mais dit que cela ne changera pas grand-chose pour lui. Andy s'approche du robot et se fait frapper au visage, mais après le coup, il peut bouger à nouveau et riposte au robot. C'est ainsi qu'il va combattre la capacité, il se fera frapper et frappera ensuite une fois que son mouvement lui reviendra. Le gars aux cheveux bleus trouve que c'est une manière assez folle de combattre, surtout parce qu'Andy peut toujours ressentir toute la douleur du coup. Fuko demande au gars aux cheveux bleus, dont le nom est Shen, s'ils sont vraiment condamnés à être pourchassés éternellement par l'Union, et Shen lui dit que malheureusement, c'est vrai, surtout depuis que son niveau de danger est passé de 5 à 8 sur 10 après cette frappe de météore. Donc, où qu'ils aillent, ils auront toujours quelqu'un à leur trousse. Mais cela suppose toujours qu'ils parviennent à les échapper ici. Si c'est le cas, Fuko demande pourquoi lui et le robot ne sont pas pourchassés, et il explique qu'ils sont des cas spéciaux car ils font partie des 10 membres d'une équipe spéciale de l'Union. Une fois que vous faites partie de cette équipe, vous êtes exempté de toute poursuite à condition que vous vous engagiez à accomplir les missions qui vous sont confiées. Bien qu'il y ait encore quelques tests à passer pour rejoindre l'équipe. Cependant, alors que le robot s'apprête à tuer Fuko, il lui dit qu'il n'y a pas de place ouverte dans l'équipe, et tant qu'il n'y a pas de poste vacant, il n'y aura pas de nouvelles recrues dans l'équipe. Mais juste avant qu'elle ne soit écrasée sous son poing, Andy arrive rapidement pour la sauver et dit que c'est une excellente idée de rejoindre l'Union car ils ne seront pas pourchassés après coup. S'ils n'acceptent de nouveaux membres que lorsqu'il y a des postes vacants dans l'équipe, ils n'ont qu'à se débarrasser de ces deux-là pour faire de la place. Une fois qu'ils rejoignent l'équipe, il ne sait pas ce qu'ils auront à faire, mais il est sûr d'une chose, tant que Fuko est avec lui, il ne la laissera pas mourir, ni ne la remettra à qui que ce soit, la faisant rougir et commencer peut-être à tomber amoureuse de lui. Elle retire son gant et touche Andy avant de s'enfuir. Cependant, avant de partir, elle se retourne pour dire à Andy que la malchance sera probablement énorme, mais ce n'est pas parce qu'elle est amoureuse de lui ou quoi que ce soit. Baka. Elle continue à parler pendant qu'Annie recule près des deux, puis un camion géant arrive en trombe vers eux, et ils sont tous enveloppés de flammes. Andy s'envole et régénère son corps, mais les deux autres sortent aussi indemnes de l'enfer. Comme cela n'a pas fonctionné, Andy passe à son plan d'action suivant et doit comprendre exactement quelles sont leurs capacités alors qu'il s'échappe dans un bâtiment. D'après ce qu'il a pu voir jusqu'à présent, le grand gars annule tous les mouvements d'Andy une fois qu'il entre en position de combat. Sa capacité est probablement inévitable, mais Andy n'a pas encore d'informations sur Shen, alors il pense qu'il sera préférable d'attendre qu'il ait compris sa capacité. Mais après cette longue réflexion, il réalise qu'il y a plusieurs bâtons de dynamite qui bipent à mesure que le compte à rebours atteint 0. Le bâtiment s'effondre, et Fuko se demande si cela faisait partie de sa malchance ou si c'était en fait juste une coïncidence.
Dans les décombres, le grand gars se lève et rouspète sur le fait qu'il serait mort s'il n'avait pas eu sa combinaison qui le protégeait. Il veut se dépêcher de terminer la mission, alors il scanne autour de lui et trouve la main d'Andy dans les décombres. Il se penche donc et essaie de le maîtriser. Cependant, c'était un piège, et Andy apparaît derrière lui, utilisant son doigt comme un pistolet et lui tire dans la tête. Shen trouve enfin Andy et voit que son coéquipier est mort, mais Andy veut toujours se battre même s'il s'est déjà assuré une place à la table car il doit toujours en avoir une pour Fuko. Fuko arrive également plus tard et trouve Andy se battant avec Shen, mais chaque coup qu'Andy essaie de porter est parfaitement contré. Andy remarque que Fuko tient son épée, alors il lui demande de la lui lancer pour qu'il puisse s'en servir pour abattre Shen. Cependant, avant qu'Andy puisse frapper, il s'arrête soudainement dans ses traces. Fuko pense que les choses deviennent mauvaises, alors elle essaie de toucher Shen pour utiliser sa malchance, mais il l'évite également. Shen leur dit que son pouvoir affecte leur esprit, alors il n'y a aucune chance qu'ils puissent le frapper ou s'échapper de lui. Mais puisque son coéquipier est mort, il y a une place libre à la table, alors il demande lequel d'entre eux va le rejoindre. Andy dit que si c'est ce qu'il en est venu là, ce sera Fuko qui les rejoindra, et il est d'accord pour retourner dans un laboratoire. Fuko trouve ridicule qu'il se livre si facilement, mais il dit qu'il trouvera un moyen de s'échapper tôt ou tard, et même si elle est une vieille dame à ce moment-là, il la retrouvera certainement avant qu'elle ne meure. Shen pense que tout est réglé et demande à Fuko de le suivre, mais elle jette sa veste et lui dit de détourner le regard pendant 10 minutes. Il ne va pas le faire car cela annulerait son pouvoir, mais elle dit qu'il doit le faire parce qu'elle s'apprête à passer du temps avec Andy, sans la partie Netflix. Grâce à sa malchance, elle n'a jamais eu de relation amoureuse, donc maintenant qu'il y a quelqu'un prêt à risquer sa liberté pour elle, elle estime que c'est la moindre des choses qu'elle puisse faire pour lui donner la meilleure chance possible d'être tué par la malchance. Et si cela signifie qu'ils doivent se lancer sans filet ici sur le trottoir, alors soit. Shen trouve toute cette situation hilarante et leur offre une option pour rester ensemble. S'ils parviennent à tuer l'un des autres membres des 10, ils pourront tous les deux rejoindre. Il leur dit qu'en Russie, dans 3 jours, il y aura un autre d'entre eux là-bas pour enquêter sur un autre négateur de telle occurrence. Donc, s'ils parviennent à tuer ce gars-là, alors ils sont prêts. Mais il y en aura encore d'autres qui les poursuivront dans ce laps de temps. Avec cela, il prend congé, et ils ont leur prochaine destination définie. Mais aucun d'eux n'a de passeport, alors ils devront faire de l'autostop en cours de route. Andy demande enfin à Fuko quel âge elle a, à quoi elle répond 18 ans, et il dit que c'est génial car cela signifie qu'elle est autorisée à boire là-bas. Donc, une fois qu'ils en auront fini, ce sera l'heure de la fête à la vodka. C'était la fin de l'épisode 2. Merci de regarder. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.